Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour terminer notre semaine. Connaissez-vous le sanctuaire du Blauberg à Sarreguemines? On vous propose de le découvrir en images pour retracer son histoire ainsi que son avenir. Dans ce journal également de la jeunesse, de l'emploi, mais aussi notre nouveau numéro de Grenzenlos. Tout de suite, plus de détails dans le Flash Info du jour. Ça y est, c'est signé. L'acte de vente du sanctuaire du Blauberg a été signé ce jeudi après-midi. Après un an de recherche d'un repreneur, un nouvel avenir s'ouvre. C'est une page d'histoire des rédemptoristes qui se ferme, mais une nouvelle aventure humaine qui commence avec l'association Notre-Dame du Perpétuel Secours. Le dispositif Un jeune, une solution a été lancé par le gouvernement en 2020. Il aide les jeunes de moins de 26 ans à se former, à entrer dans la vie professionnelle et encourage l'embauche en versant aux entreprises une aide allant de 5 000 à 8 000 euros par apprenti. En 2020, le nombre d'apprentis a augmenté de 19%. Une carte épidémiologique de la France grâce à des analyses des eaux usées. Plus de 150 stations, notamment à Nancy et Strasbourg, sont contrôlées régulièrement par les scientifiques du réseau Aubépine. Réseau créé lors de la première vague de l'épidémie de Covid-19. Dans le Grand Est, la présence du SARS-CoV-2 reste élevée. Ces données, parmi d'autres, permettront au gouvernement de prendre de nouvelles mesures sanitaires en fonction de l'évolution. Bertrand Flauder est propriétaire d'un bar salle de jeu à Annweiler en Allemagne. Avec le confinement, en mars dernier, il a touché des aides qui correspondaient aux frais. Pour la fermeture actuelle, il n'a encore rien touché malgré une demande faite en novembre dernier. Il garde le moral et attend la réouverture de son affaire. Après un an de recherche pour un acheteur, le Blauberg est enfin vendu. La solution est arrivée comme un cadeau de Noël en fin d'année dernière. Une église, un couvent, la Villa Hubert et un jardin de 2 hectares. Voilà ce que comprend le lot vendu hier par les pères rédemptionnistes pour la somme de 300 000 euros. L'association Gaudete, qui signifie Réjouissez-vous en latin, est située en région parisienne. Elle a été séduite par le site et le projet porté par l'association de Notre-Dame du Perpétuel Secours qui entretient le site depuis plusieurs années. Gaudete, réjouissez-vous, c'est l'état d'esprit de Jean-Claude Casse qui vient assister aujourd'hui à la signature de l'acte de vente du Blauberg. L'association Notre-Dame du Perpétuel Secours ne pouvait pas rassembler 300 000 euros pour sauver le site et après des mois de communication à l'échelle nationale, le bon acheteur s'est présenté. On a du mal à réaliser parce que quand je vois tout ce qui a été fait, toutes les communications et tout le mal qu'on s'est donné pour faire connaître ce sujet et tout le mal qu'on s'est donné pour éviter que ce soit vendu et que ça puisse disparaître du paysage sarregueminois, on ne pouvait pas l'accepter. Je ne pouvais pas l'accepter. Et c'est pour là que nous avons jeté toutes nos forces dans cette histoire-là pour trouver éventuellement un repreneur. Ce repreneur, c'est Gaudete. L'association avait le même projet que Jean-Claude Casse, créer une maison d'accueil pour les mères et futures mères en détresse. Elle n'avait pas le lieu, elle l'a trouvé et engagera les travaux pour créer cette structure caritative au sein de l'ancien couvent. Quant à l'association de gestion du Blauberg, elle œuvrera toujours sur le site. D'un côté, il y aura cette œuvre de charité envers ces jeunes femmes en détresse et de l'autre côté, nous pourrons louer le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne. Pour les rédemptoristes, c'est une page de leur histoire aussi qui se tourne, mais avec le sentiment que la relève est assurée. Nous, les rédemptoristes, nous sommes contents d'avoir trouvé donc quelqu'un qui peut relayer cette mission, mais aussi, bien sûr, qui s'inscrit dans tout l'ensemble du bâti, de la propriété, tout ça. Je crois que c'est quand même un avantage d'avoir pu enfin donc trouver la solution, la bonne solution. La signature aurait dû se faire en visioconférence avec l'acquéreur. Finalement, l'acte a été signé par procuration à cause d'un défaut de liaison vidéo. Jean-Claude Casse et son association, soulagés, feront sonner les cloches du sanctuaire de longues années encore pour les fidèles du Blauberg. Il y aura une belle fête à chaque fête Maria le Blauberg. C'est promis. Et si vous ne connaissez pas l'histoire de la chapelle du Blauberg, Morane Grancola vous propose de retracer le parcours historique du site. Suivez le guide. Nous sommes ici au Blauberg. Cette colline était à l'origine une petite forêt
de plus de 20 hectares. En l'occurrence, nous venons de voir le fronton de la chapelle des Rédemptoristes qui ont construit cet édifice en 1933. La chapelle du Bloberg, aussi appelée le sanctuaire Notre-Dame du Perpétuel Secours, Bruno Neiss la connaît bien. Aujourd'hui, il ouvre les portes de ce lieu sacré pour nous raconter son histoire. Les Rédemptoristes sont venus dans les années 1925 prêcher les missions. Fort de ce succès, l'archiprêtre Pyrrhus et le maire Henri Nominet se sont dit mais les Rédemptoristes pourraient très bien reprendre l'ancien domaine de Émile Hubert. Et de ce fait, ils ont tout fait pour qu'ils s'installent ici à partir de 1928, création de la congrégation des Rédemptoristes. Les Rédemptoristes, ce sont les membres de la congrégation à l'origine de cette chapelle. Alphonse de Ligorie, fondateur de cette congrégation, était un homme riche et bon. Il décida de tout quitter pour devenir prêtre et venir en aide aux pauvres des campagnes. Ce qui conduira les Rédemptoristes à construire cet édifice, ici, à Sarreguemines. Et ici, toute la chapelle est consacrée à la Vierge. Et c'est pourquoi il y a de nombreux pèlerinages, 10 ou 11 par année, pour que la Vierge vienne au secours des plus pauvres d'entre nous. Les Rédemptoristes ont officié ici jusqu'en 2009, année de la création de l'association Notre-Dame du Perpétuel Secours, qui prendra les rênes pour la suite. Naturellement, il fallait une succession. L'association Notre-Dame du Perpétuel Secours s'est créée à ce moment-là, sous la présidence de Jean-Claude Casse, qui, avec d'autres amis, ont continué à animer ce lieu avec les prêtres et les curés de la paroisse et d'ailleurs. Nous avons parlé de la chapelle, mais le point de départ du site, c'est la Villa Hubert. Émile Hubert était un éminent industriel de Sarreguemines qui a notamment fait fortune dans le textile au XIXe siècle. Il fait construire une villa sur les hauteurs du Bloberg en 1874 et par la suite, c'est son fils, Émile Hubert, qui héritera du site. Il a hérité naturellement de la villa, mais lui-même, ne se sentant pas à même de continuer la manufacture, il a vendu ses parts aux Rédemptoristes qui sont devenus propriétaires de la villa et qui ont pu construire la chapelle et le couvent. La villa, le couvent et la chapelle ont supporté le poids des années. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire de redonner un second souffle à ce patrimoine sarregueminois. Un jeune, une solution, c'est le dispositif d'aide à l'embauche dans les entreprises lancé en été 2020. Il permet à de nombreux apprentis, notamment ceux en difficulté financière, d'apprendre un métier sur le terrain et d'être accompagnés dans leur formation. C'est le cas de Manuela, recrutée par GB Bâti-Center à Rohrbach-les-Bitches. Reportage. Manuela prend plaisir à perfectionner son savoir-faire. Étudiante en CAP carreleur, elle bénéficie du plan Un jeune, une solution qui aide à entrer dans la vie professionnelle. Le dispositif encourage l'embauche en versant aux entreprises une aide allant de 5 000 à 8 000 euros par apprenti. C'est le cas de l'entreprise GB Bâti-Center à Rohrbach-les-Bitches pour laquelle elle travaille. Vu qu'on a eu les aides, du coup, on a pu embaucher plus d'apprentis et donc en faire bénéficier plus de jeunes. Donc dans le but de les former et leur proposer un emploi à la fin de leur cursus s'il convient. 4 apprentis font partie de cette entreprise locale spécialisée dans le carrelage. Pour Manuela, c'est une chance d'avoir démarré dans le monde du travail grâce à l'alternance. J'ai pris contact avec l'entreprise via la mission locale, du coup en faisant un stage. J'ai commencé par un stage et puis ils m'ont tout de suite proposé l'apprentissage. Un dispositif bénéfique pour ce secteur d'activité qui peine à recruter, comme pour la jeunesse. Malgré les retards des versements trimestriels de cette aide, le plan semble porter ses fruits. En 2020, le nombre d'apprentis a augmenté de 19%. Allez, on marque une courte pause, le temps de prendre la température avec la météo de demain. À tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps.
Bonjour tout le monde. Pour la journée de demain, le ciel reste couvert et il continue de pleuvoir. Ce temps gris et humide persiste toute la journée et la nuit suivante. Côté température, les minimales seront comprises entre 5 et 6 degrés et les maximales entre 9 et 11 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Gaston et il fera jour de 7h54 à 17h36. Et je vous laisse avec cette superbe photo prise par Charles Schaeffer qui nous rappelle les paysages enneigés du Pays de Beach. Passez tous une belle journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. À suivre notre émission Grenzenlos. Au sommaire de cette émission, le Kältebus de Saarbrück, la situation des restaurateurs en Allemagne et les ruines du château de Greifenstein. Christelle Jambon part également à la rencontre de Philippe Asbar, référent régional pour le Fonds citoyen franco-allemand dans le Grand Est et en Sarre. C'est une coproduction OKTV, TV8 et Mosaïque Cristal. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission transfrontalière. Hallo und herzlich willkommen bei Grenzenlos. Vous le savez peut-être, le 22 janvier, c'est la journée franco-allemande et ça tombe bien parce qu'au mois de janvier, ce mois-ci, nous faisons la connaissance de Philippe Asbar. Il est référent régional pour le Fonds citoyen franco-allemand en Grand Est et en Sarre. Il nous expliquera tout à l'heure en quoi consiste son travail. Mais auparavant, le sommaire. Si les dernières chutes de neige ont été pour les enfants synonymes de glissade et de bataille de boules de neige, pour les personnes sans domicile fixe, c'est une hantise. Le Kältebus les accueille. On ira à la rencontre d'un Français qui a ouvert il y a 6 ans son restaurant en Allemagne. Hélas, crise sanitaire oblige, l'établissement est fermé. Quelles sont les aides de l'État? Regard croisé entre la France et l'Allemagne. Direction le château de Greifenstein en Rhénanie-Palatinat. On découvrira ce qui a fait la renommée de cet édifice moyenâgeux. Puis interview avec Philippe Asbar, un éternel optimiste qui contribue à son niveau aux relations franco-allemandes. Mais commençons par une initiative qui fait chaud au cœur. Depuis 6 ans, les bénévoles du Kältebus offrent un abri aux SDF de Saarbrück durant la période hivernale. Chaque nuit, une dizaine de personnes viennent pour un repas chaud, un endroit où dormir. Pour s'adapter à la crise sanitaire, le bus traditionnel a été remplacé par une grande tente. Reportage de Renaud Coquet de TV8. À l'origine, le Kältebus était un bus mis à disposition des SDF pour la nuit. Avec les années, le projet a pris de l'ampleur, s'y est ajouté une cuisine et un espace d'accueil. Mais c'est le coronavirus qui a eu raison du bus, remplacé cette année par une tente chauffée abritant une vingtaine d'igloos. Objectif, accueillir les personnes sans abri qui ne trouvent pas d'autre solution. Donc nous sommes loin d'être les seuls. Il y a Bruder Konradhaus, il y a Notschlafstelle, il y a Herberge zur Heimat, Elisabeth Zwickners. Il y a des maisons qui donnent la possibilité de rester la nuit pour les sans-abri. Ils ne sont pas tous bien aimés par les sans-abri. Il y a différentes raisons pourquoi ils ne sont pas tous acceptés. Et il reste quand même quelques-uns pour lesquels il n'y a pas d'offre. Et ça, c'est un peu, si vous voulez, notre petit endroit où nous sommes basés. L'accueil dans le Kältebus est inconditionnel. Seule restriction, c'est le lié au virus. C'est pourquoi les invités, comme ils sont surnommés ici, doivent s'enregistrer à l'entrée et se faire prendre la température. Jonathan, un Français qui vit à Saarbrück depuis des années, a l'habitude de venir ici. C'est confortable, ouais, c'est bien chaud. Et on a aussi reçu des pour dormir. Hein? Ouais, et on reçoit à manger tous les jours et puis à manger quand on part pour la journée. Si je ne serais pas là, ben, on aurait franchement de problèmes à survivre un peu sur la rue. Voilà quoi. Je suis content qu'ils soient là. À côté du couchage, le ravitaillement est l'autre pilier incontournable dans l'action des bénévoles. Grâce à l'équipe de 5 personnes présentes en permanence, des repas chauds sont proposés le soir et le matin au petit déjeuner, servis à table pour éviter trop de circulation.
Linda est engagée depuis peu. La crise du coronavirus a constitué pour elle un déclic. Je ne me vois pas comme une méga héroïne. Je pense que c'est une bonne chose que les gens s'engagent. Je me sens énervée de ne pas y avoir pensé plus tôt. Ça a toujours existé, mais il me faut une crise pour y être sensibilisée. En tout cas, c'est une bonne chose. Je ne dirais pas que je mérite une médaille ou autre récompense, mais ça serait plutôt pour ceux qui ont créé tout ça. Le Keltebus est une association sarroise indépendante qui n'est liée à aucun réseau, même si d'autres associations fonctionnent sur le même modèle ailleurs en Allemagne. Grâce à la centaine de bénévoles qui s'y investissent, elle permet d'offrir un toit et un repas à en moyenne 10 à 20 personnes par nuit. Partons maintenant à la rencontre de Bertrand Flauder. Il est français. Il y a 6 ans, il a ouvert un bar-restaurant à Annweiler en Allemagne. Contraint de fermer pour la seconde fois début novembre, la reprise risque d'être difficile, surtout qu'au niveau des aides de l'État, ça diffère que l'on soit en France ou en Allemagne. Regard croisé dans ce reportage de Catherine Henrich de Mosaïque Cristal. 9 semaines de fermeture au printemps et une nouvelle fermeture depuis début novembre, la pandémie met à mal les bars et restaurants des deux côtés de la frontière. Bertrand Flauder est le patron de Bei uns daheim à Annweiler. Alors au mois de mars, on nous a aidés. En fait, on nous a donné d'argent qui correspondait aux frais, c'est-à-dire location, électricité, tout ça. Bon, pour beaucoup de gens, ça faisait à peu près 2 000 € par mois. Là, on nous a... À la télé, il parlait d'une aide de 70% du chiffre d'affaires. Donc tous les gens, les bars, restaurants ici dans le coin, je connais tout le monde par le biais du comptable a fait une demande. Et là, on est le 15 janvier, la demande a été faite juste pour le mois de novembre pour l'instant. Et pour l'instant, personne n'a rien eu. Si Bertrand était en France, il aurait eu ses charges exonérées, le prêt garanti dont le remboursement a été repoussé d'1 an et depuis décembre, le fonds de solidarité. En gros, les deux pays ont mis à peu près le même montant sur la table pour ce deuxième confinement, mais pour un nombre d'entreprises plus élevé côté allemand. D'ailleurs, l'Allemagne va changer le système d'aide d'ici la fin du mois de janvier pour revenir à la formule de mars, c'est-à-dire une aide ciblée sur les charges fixes. Quid des employés ? Les 3/4 du temps, les filles sont en mini-job parce que bon, pour faire tourner une affaire comme ça, c'est moi qui fais le plus d'heures. Donc j'ai des filles en complément pour me décharger un petit peu. Mais ces filles en mini-job, ils n'ont rien. Tout comme les étudiants privés de leur petit job en France ou les saisonniers qui n'ont pas pu signer de nouveaux contrats. Et puis en Allemagne, on ne plaisante pas avec le confinement. Si en France, on a surtout verbalisé les particuliers pour défaut d'attestation de sortie, en Allemagne, on se concentre sur les commerces fermés. Moi, j'ai eu, en l'espace de 3 semaines, 4 contrôles de police, dont 2 fois 8 policiers. Ah, 8, hein. Mais oui, on est énormément contrôlés. En attendant la fin de la crise sanitaire, Bertrand s'occupe. Il a refait les peintures de la salle, installé un second billard et fait tourner les machines de temps en temps. Je sais déjà sûr qu'il y a des bars qui ne rouvriront pas. Je le sais, parce que je suis en contact avec beaucoup de gens. Après, on ne prend pas en compte le problème financier. Et on ne prend pas en compte la détresse morale. Bertrand en a vu d'autres. Il est propriétaire de son affaire et retraité de la gendarmerie. Quelle que soit la durée de la fermeture, il rouvrira, quoi qu'il arrive. L'important en attendant, c'est de garder le moral. Wir gehen jetzt Richtung Rheinland-Pfalz. Anfang des 12. Jahrhunderts entstanden zahlreiche Burgen in diesem Land. Heutzutage sind es oft nur Ruinen. Sie wurden durch Kriege, Unwetter und Brände zerstört. Eine der bekanntesten Burgruinen ist die Burg Gräfenstein. Warum ist sie so bekannt? Das erfahren wir mit Sophie Rentel von ÖKTV Südwestpfalz. La forêt du Palatinat, d'une superficie de 180 000 hectares, a beaucoup à offrir. En plus des animaux, des forêts, des sentiers de randonnée et des rochers, des châteaux se cachent au milieu des arbres. La région de Gräfenstein, dans le parc naturel du Pfälzerwald, abrite la ruine du château de Gräfenstein qui domine les environs. À une altitude de 436 mètres, à 2 km à l'est de Merzalben, il est souvent appelé château de Merzalben.
Endommagé et détruit à plusieurs reprises par diverses guerres, aujourd'hui il ne reste de lui qu'une ruine. Des visites sont proposées aux amateurs de Moyen-Âge, au cours desquelles les guides du château se déguisent en châtelains et racontent aux randonneurs l'histoire passionnante du château. Die Burg wurde erstmals erwähnt 1237. Da gibt es eine Teilungsurkunde, in der genau gesagt worden ist, wer welche Teile und wer welche Ortschaften bekommen hat. Es waren derer von Leiningen. Wer genau diese Burg erbaut hat, das ist im Dunkel der Geschichte. Denn im Jahre 1237, da gab es das Castrum Gräbinstein bereits. Le point culminant du château est son donjon, le seul donjon heptagonal en Allemagne. Une fois gravi, il offre une vue imprenable sur la forêt environnante. Et après la visite guidée et la longue randonnée, vous pourrez vous reposer au confortable Greifensteiner Hütte. Notre invité ce mois-ci s'appelle Philippe Asbach. Âgé de 31 ans, il vient de Sarlouis. Guitariste à ses heures perdues, ce passionné de voyage est référent régional pour le Fonds citoyen franco-allemand en Grand Est et en Sarre. Hallo Herr Asbach. Guten Tag, Frau Jambon. Was ist genau der deutsch-französische Bürgerfonds? Der deutsch-französische Bürgerfonds berät, vernetzt und finanziert natürlich auch in erster Linie Projekte, die die deutsch-französische Freundschaft in Europa erlebbar und erfahrbar machen. Dies tut er durch ein besonderes Netzwerk, unter anderem die 14 regionalen Beraterinnen und Berater, die von Aquitanien bis nach Brandenburg, von der Bretagne bis nach Bayern Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stehen, um Projektideen mit ihnen gemeinsam zu entwickeln. Mhm. Wie ist der entstanden, dieser Bürgerfonds? Ja. Der deutsch-französische Bürgerfonds ist entstanden auf Initiative der beiden Regierungen, der Bundesregierung und der französischen Regierung. Er geht aus dem Vertrag von Aachen hervor, der 2019 unterzeichnet worden ist von Frau Merkel und Herrn Macron. Und dient eben dazu, wirklich ein Förderinstrument zu bieten für Bürgerinnen und Bürger und auch für Städtepartnerschaften auf deutsch-französischer Ebene. Mhm. Und welche Projekte gab es bis jetzt? 80 Projekte ungefähr, oder? Ja, es wurden schon über 100 Projekte 100, finanziert. Ja. Jetzt natürlich um den deutsch-französischen Tag wird auch einiges stattfinden, der jetzt am 22. Januar ist. Das sind alles die Thematik. Es ist so breit gefächert, das fängt an bei einem kleinen Online-Dinner zwischen Städtepartnerschaften, geht bis hin zu Podcasts oder auch Veranstaltungen im Bereich Kunst und Sport. Das heißt, ich als Verein möchte zum Beispiel ein großes Fußball-Event finanzieren lassen und suche dafür einen deutschen oder einen französischen Partner. Bis hin zu wirklich Best-Practice-Austausch zwischen Feuerwehreinheiten in Mosel und Saarland oder im Gesundheitssystem. Also es ist sehr breit gefächert. Mhm. Und welche Bedingungen muss man eben erfüllen? Ja, in erster Linie richtet sich der Fonds an gemeinnützige Strukturen, das heißt gemeinnützige Vereine, gemeinnützige Stiftungen, aber auch zum Beispiel wissenschaftliche Institute, aber auch zum Beispiel Gebietskörperschaften, das heißt Städte, mittelgroße Städte, auch bis hoch auf Länderebene. Es gibt aber eine Besonderheit, nämlich als Bürgerinitiative von mindestens 3 Personen kann ich auch Anträge stellen, ohne dass ich eine Vereinssatzung habe oder wirklich mir eine juristische Person, wie man so sagt, zugrunde liegt. Mhm. Also zum Beispiel, ich gehöre zu einem Verein und ich will ein Abendessen zwischen Franzosen und Deutschen organisieren. Ja. Wie mache ich? Also ich rufe sie an und danach. Genau, hierfür kann man sich natürlich erstmal auf der Internetseite auch informieren, bürgerfonds.eu oder fondscitoyen.eu. Das ist natürlich eine erste Anlaufstelle. Eine zweite Anlaufstelle wäre, wie ich schon gesagt habe, die regionalen Beraterinnen und Berater, von denen ich der regionale Berater für das Saarland und das Grand Est bin, die französische Region Grand Est, als grenzüberschreitender regionaler Berater. Das wäre zum Beispiel eine erste Anlaufstelle. Einen Antrag zu stellen online ist einfach, geht schnell und bereitet wirklich keinen großen Arbeitsaufwand.
Und muss man die Sprache vom Partner sprechen? Nein, das ist auch eine Besonderheit vom Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Schon von der Ideenentwicklung bis hin über den Kontakt zu den regionalen Beraterinnen oder Beratern bis hin zu Verwendungsnachweise, alles, was nach dem Projekt dann stattfindet oder nach der Veranstaltung, nach dem Event, kann die Kommunikation von vorne bis Ende auf Deutsch oder Französisch stattfinden. Okay, also Sie haben schon Ihre E-Mail-Adresse gegeben, vielleicht eine Telefonnummer, wie man Sie erreichen kann? Ja, ich bin erreichbar einmal für die deutsche Seite natürlich, für Saarländerinnen und Saarländer unter der Nummer 0049 681 501 1226. Für die französischen Mitbürgerinnen und Mitbürger unter der Nummer 0033 771 57 5808. Okay, also für diejenigen, die Ideen haben, die Geld brauchen, um ein Projekt zu finanzieren, rufen. Einfach anrufen unter der Woche. Ich bin immer erreichbar, sehr zugänglich und freue mich immer über jeder, der begeistert und ist für die deutsch-französische Freundschaft und sich da, wo die Flamme in dem Sinne brennt, sagen wir mal so. Okay, danke sehr, Herr Asbach. Sehr gerne, ja, vielen Dank. C'est la fin de notre émission, merci de l'avoir suivi. Merci à Yannick pour les belles images, à David pour le montage. On se retrouve le mois prochain. Tschüss, bis bald. C'est l'un des fléaux les plus courants en milieu scolaire, le harcèlement. Fin 2020, le conseil départemental junior de la Moselle a lancé un concours vidéo autour de cette thématique. Plus de 150 jeunes ont participé à cette opération. Marie-Morgane vous présente les lauréats dans sa chronique Vue sur le web. Bonjour à tous, le conseil départemental junior de Moselle s'engage contre le harcèlement et pour sensibiliser plus largement le public et notamment les scolaires, il a décidé d'organiser un concours vidéo. Les jeunes ont pu laisser libre cours à leur imagination pour parler de ce fléau. Au total, ce sont 21 vidéos qui ont été réalisées et présentées au conseil départemental junior. Le classement a été dévoilé, la 3e place revient à Clara Sansalone et sa vidéo intitulée Bullying Diaries. Elle met en scène une jeune fille qui lit un livre écrit par une jeune qui a été harcelée et elle va se retrouver à la place de la victime et éprouver tous ses sentiments. Je vous laisse regarder un extrait. Le deuxième prix a été remporté par l'association Vibration Danse de Faré-Bersvillers avec la vidéo Libère-toi de ces chaînes. 15 danseurs âgés de 12 à 17 ans y ont participé. À travers une danse, ils montrent l'importance d'agir face au harcèlement. Vous reconnaîtrez aussi sans doute la voix de Marina D'Amico qui pour l'occasion a interprété un titre de soprano. Quelques cœurs sur sa photo, mais surtout des commentaires, des moqueries, des critiques, des insultes, des émojis pervers. Toute cette violence gratuite devient pour elle insupportable, donc elle éteint son portable et commet l'irréparable. Elle avait ce regard innocent qui n'attendait qu'à être aimé, mais la vie fut autrement. Et enfin, la première place revient à Léo Saint-Charles. Il a 18 ans et vient de Séremange, Erzange. Il a écrit et interprété la chanson Exister, dans laquelle il se confie sur le harcèlement qu'il a subi. Un message très poignant. Tout ça parce qu'il était maquillé, habillé pour se différencier, mais les gens ne l'ont pas accepté. Ses parents toujours présents jusqu'au dernier instant. Ils ne savaient rien de ce qui se passait. Alors bravo aux 3 gagnants pour ces magnifiques vidéos pleines de sens. C'est important de se mobiliser contre le harcèlement et c'était là une très belle manière de faire passer le message. Je vous laisse aller découvrir l'intégralité des réalisations sur le compte YouTube du Conseil départemental junior. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir suivi cette émission et de nous être fidèles. Vous avez une info à partager, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, par mail ou bien sur notre page Facebook. À très vite.